Bienvenue à 168 heures, un show qui offre un regard unique puis intime sur la vie des grandes aventurières puis aventuriers. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Caroline Côté. C'est une cinéaste d'aventure qui cumule les podiums d'ultra-distance partout sur la planète, puis aussi les premières mondiales dans l'univers de l'expédition. C'est une amie de longue date avec qui j'ai eu la chance de renouer. On a jasé de façon ultra authentique sur sa relation avec la peur, avec l'anxiété, avec la performance aussi, puis cet aspect de trouver puis d'assumer sa voix malgré toutes les distractions qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Évidemment, on a plongé au cœur de son aventure la plus récente en Norvège. Alors, je vous invite avec moi à plonger au cœur de ce récit épique de traversée dans la nuit polaire. Vraiment contente de t'avoir avec nous autres. Moi aussi, je suis contente. Super contente que tu sois là. Ça a été dur de t'attraper. J'étais pas sûr si on allait réussir à te mettre la main sur le grappin parce que c'est une folie ta vie, là. Tu te bouges, t'arrêtes pas. Tu viens de revenir à Montréal, ça fait quoi, un mois? Ouais, exact. Quelle année que t'as eu les 12 derniers mois? Ça a été incroyable, là. Ouais. T'as sorti ton livre l'année passée. Un peu plus tard, pendant l'été, tu as traversé le Canada à vélo, en fixed gear, une affaire complètement débile. Après ça, tu as sorti ton premier long-métrage l'automne dernier, co-réalisé avec Florence Pelletier. Puis, tu reviens d'une expédition de première mondiale, complètement folle, yes. Polar Shadow, avec ton chum Vincent. Exact, ouais. Remets-nous en contexte. J'ai envie de commencer là par rapport à la Norvège. C'est bon. Quoi Polar Shadow? Déjà, le titre, il est comme à couper le souffle. Là. On a l'impression qu'il va y avoir une saga 1, 2, 3 puis que Terminator va sortir quelque part là-dedans. C'est complètement bon. fou. Ben, ouais, on peut plonger dans le sujet. Je suis partie le 2 février pour une expédition qui allait être la plus difficile de ma vie. Ça, c'est certain. Une expédition au Svalbard qui se situe, en fait, l'archipel se situe au nord de la Norvège. Ouais, c'est ça. Tu vas en Norvège, tu vas le plus haut possible, puis là, tu fais 2000 km en avion au-dessus de l'océan Arctique, puis là, il y a l'archipel du Svalbard. Exact. Donc, c'est comme à la latitude 78. Là. C'est vraiment haut. C'est super loin. Là. Là-bas, tous les gens, quand il y a un café, ils nomment ça le café le plus au nord du monde. Donc, la station météo, la même chose. Puis il y a aussi les stations d'essence. Donc, c'est un petit village qui s'appelle Longyearbyen, qui se situe à être vraiment au centre de l'archipel. Puis moi, je suis partie de là le 2 février pour faire le tour de l'archipel du Svalbard pendant 2 mois, 63 jours. Et le but, c'était de traverser ça, de faire une première hivernale, puis de faire aussi la première en effectuant tout le tour de cette immense île-là. Tout ça la nuit, puis pendant l'hiver. C'était des conditions que j'avais jamais expérimentées avant, là, de rien voir, puis de skier dans la nuit, de s'orienter en se disant « OK, on voit pas trop le paysage, c'est vraiment dommage, mais il faut avancer, puis il faut survivre jusqu'au bout, là. » Ouais, ça a été quelque chose. Survivre jusqu'au bout, juste comme... Je sens le poids des mots quand tu dis ça. C'est peut-être, comme je te disais, la première fois où j'ai senti que c'était pas faire des kilomètres pour faire des kilomètres, c'était arriver au bout pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se sentir en sécurité et pas avoir l'impression que ma vie est mise en jeu à chaque jour, là. Mais tout ça, c'est un peu dû au fait que les vents étaient vraiment violents quand je suis allée. Là-bas, le lever du soleil se fait environ à mi-février. Okay. Donc, le premier rayon va toucher pendant 10 secondes le haut des montagnes et va redescendre. Donc, on a eu le lever du soleil qui s'est passé, c'est ça, on l'a vu mi-février. Par contre, quand le soleil se lève, les vents violents commencent. Donc, c'est vraiment une période où on veut pas être sur le terrain en février-mars. Donc, nous, on a décidé de partir à cette période-là pour
pour le fun, pour se tester un peu. Fait qu'avant mi-février, c'est-à-dire Ouais. que l'enjeu, c'est qu'il y a pas de lumière. Fait que là, tu sais, les panneaux solaires, ça marche pas. Il faut avoir des batteries. Juste naviguer, c'est complexe parce que c'est à la frontale puis tout ça. Puis rendu à mi-février, là, hop, gagne un peu de soleil, mais ça vient avec des tempêtes de Ouais. fou. Ouais, puis c'est des conditions où il fait des moins 30, moins 35 assez régulièrement sur les plateaux sur lesquels on se trouvait. Des plateaux environ 1000 mètres d'altitude. Et on transportait tout avec nous, donc 290 kilos répartis en deux. J'avais jamais tiré quelque chose comme ça. C'est vraiment lourd. Fait que je suis heureuse maintenant, tu comprends, de relaxer, puis Ouais. de prendre un petit temps là, pour moi. J'ai envie de double-cliquer là-dessus. Fait que là, vous partez de... Puis c'est sûr, je vais bâcler la prononciation, là, mais Longyearbyen. Ouais, ben tu l'as presque, là, Longyearbyen. Longyearbyen. Je l'ai pas non plus. Vous partez de là, puis vous voulez faire la traversée. Vous faites la traversée du Spitzberg, qui est l'île principale de cet archipel-là. Sauf que la ville en question est au milieu de l'île. Fait que pour faire la traversée du nord au sud, vous avez comme pas le choix de faire la distance en double, finalement. Fait que vous partez du milieu, puis là, ça ressemble à quoi? Logistiquement, votre parcours, votre progression, ça ressemble à quoi? Vous transportez tout. Est-ce que vous transportez tout de A à Z? Est-ce que vous vous êtes fait des dépôts en cours de route? Parce que là, vous avancez, mais c'est les crevasses, c'est les séracs, les fjords. Ouais, exact. Ben, déjà, le gouvernement du Svalbard n'est pas vraiment chaud à l'idée que deux aventuriers, dont une fille, parce que, tu sais, là-bas, il y avait jamais vraiment vu ça, de faire cette espèce de route-là qu'on avait pensé. Ça n'avait jamais été fait, là. Non. Ça avait été fait en été, mais avec des resupplies, dans le fond. Il y a des gens qui étaient allés sur le terrain, avaient fait un chemin, mais ils avaient des dépôts qui avaient été placés avec une motoneige avant sur le terrain. Et ben, c'était pas fait en hiver. Donc, on a décidé de faire ce double défi, d'amener tout avec nous en une seule fois, puis de pouvoir faire des dépôts par la suite. Et ben, c'était d'aller au nord de l'archipel, puis ensuite au sud. Donc, c'était vraiment un itinéraire qui était un peu aussi parsemé d'ours polaires. Il y en a 3000 sur l'archipel, puis c'est environ un tiers de plus que d'humains qu'il y a là-bas. Là. Alors, ouais. C'est effrayant, ça. Ouais, c'est quand même une réalité particulière. Puis les ours polaires, contrairement à l'ours noir, il fait vraiment peur. T'sais. C'est des animaux un peu comme les humains. Chacun d'entre eux ont leur propre caractère. S'ils ont mangé le matin, ben, peut-être qu'ils sont en forme puis ça va bien. À la fin de la journée, si ils sont plus affamés, ben, ils peuvent avoir des comportements qui sortent un peu de ce qu'on connaît. Il y a aussi des attaques qui se sont passées pendant qu'on était sur place. Un guide était avec un caméraman à un autre endroit. Environ à quelques vingtaines de kilomètres de nous. Okay. Puis on sait que cet ours-là s'est caché un peu, s'est avancé vers le guide, puis ils l'ont vu à la dernière minute, donc ils ont dû l'abattre après une fréquentation très rapprochée avec le caméraman qui portait son casque, là, une chance, son casque de motoneige. Mais c'est une condition où je me disais avant, c'est leur territoire, ça va être correct, tu sais, je vais me sentir à l'aise, un peu comme on se déplace, puis ici, il y a des orignaux, il y a des ours noirs. Je me disais, tu sais, ça va aller, on va se déplacer un peu de la même manière que ce que je fais ici au Québec, mais plus j'entends des histoires, plus je me rends compte que ça leur appartient à eux. Tu sais, c'est tellement vaste. Un ours est tellement adapté dans son territoire. Nous, on est en train de se déplacer avec des immenses traîneaux. On fait du bruit. Donc, pour eux, ça peut être vraiment perturbateur. Donc, la première fois que j'en ai vu un, ça a été un peu de l'émerveillement. Puis en même temps, ça a été juste de préparer les armes le plus rapidement possible. C'était à quelle période? Est-ce qu'il faisait noir? Est-ce qu'il faisait clair? Vous êtes en train de vous déplacer, vous tirez vous êtes dans les tentes? Comment ça? C'est complètement fou parce que la nuit, déjà que c'est un défi qu'il fasse noir partout. Ouais.
Le défi aussi, c'est de cerner s'il y a des ours autour de nous ou si c'est seulement des cerfs. Là-bas, sur l'archipel, il y a plusieurs... c'est une sorte de reine qui est endémique de la place, donc ils sont tout petits, très trapus. Ils sont vraiment différents de ce qu'on connaît. Ils sont vraiment mignons, mais c'était vraiment toujours à savoir si on voyait des yeux dans la nuit qui étaient ceux d'un ours ou ceux d'un renne. Et bon, au final... on se disait qu'on avait de la chance à chaque fois, puis c'était sûrement ceux d'un renne, mais c'est arrivé à quelques reprises que dans la nuit, on en voit. Celui qu'on a vu, c'est quand on a été obligé de descendre d'altitude du plateau et que finalement, dans le fjord où on passait, après avoir descendu parce qu'il faisait vraiment, vraiment trop froid, c'est là qu'on l'a croisé. Puis c'est un des enjeux sur le bord des fjords. Les ours traversent surtout... tout l'archipel, donc c'est un moment où on était plus vigilants, Parce que les ours, ils se nourrissent principalement de phoques, fait que j'imagine qu'ils sont moins sur les plateaux, évidemment, surtout si le plateau est à 1000 mètres d'altitude, que tu disais un peu plus tôt. Par contre, quand là, vous descendez, parce que l'île, la façon qu'elle est faite, c'est qu'elle est entourée de fjords, fait que quand vous arrivez proche de la côte, là, vous devez traverser des fjords qui sont des fois gelés, pas gelés. Là, vous êtes plus à risque de rencontrer des ours. Là. Exact. Les fjords là-bas, c'est majestueux, c'est entouré d'immenses montagnes. Puis c'est pas des sommets comme on connaît ici au Québec. C'est la première fois, moi, que je voyais des sommets si hauts, si extravagants dans le sens où ça part de zéro puis ça monte tellement rapidement en hauteur. Et on se retrouve dans un fjord où on voit des séracs qui peuvent tomber à l'horizon. C'est un endroit où le silence est juste tout le temps présent. Il n'y a rien d'autre qu'on entend. Puis il y a les craquements de notre traîneau qui suit derrière. Il y a notre souffle qui est là, puis on essaie de parler le moins possible, Vincent puis moi, pour garder notre énergie. Puis à ce moment-là, on est environ à peu près, on vient de commencer la journée. On a fait 5 à 6 kilomètres. Puis on sait qu'on a vu quelque chose à l'horizon. Quelque chose qui est un peu plus beige que le reste de la glace puis de la neige qui est super blanche. Et là, on se dit, OK, c'est notre premier. Fait que dès ce moment-là, on l'a saisi. On savait qui se rapprochait vers nous. Il n'avait pas l'air de nous avoir senti, donc de nous avoir vus non plus. Et je me sens vraiment tout petite à ce moment-là parce que je me dis que oui, c'est une chance de l'avoir croisé, mais en même temps, est-ce qu'on va être capable de faire en sorte de se protéger, d'être capable de se protéger? Donc, ça a été un moment qui a été construit dans une espèce de relation où on voulait juste voir la relation qu'ils voulaient entretenir avec nous. Donc, on était prêts à engager les armes si jamais ils se rapprochaient un peu trop. Mais ça a été, je pense, plus de beauté que de peur dans cet événement de rencontre-là. Ah, c'est fascinant, ça. Ah, ça a dû être un moment incroyable. Je me plonge là. Puis tu te dis, OK, c'est là, ça passe ou ça casse. Puis comme tu dis, ultimement, c'est leur territoire, tu sais. C'est vous qui êtes chez eux. Vous êtes des visiteurs, puis vous êtes là en observation, puis ils sont curieux aussi. Puis il y a une relation, je trouve ça intéressant comment tu soulignes l'élément de la relation, puis de la curiosité là-dedans. J'essaie d'avoir le moins d'impact possible sur leur environnement. Très bien dit. Super inspirant. C'est certain que les ours, on savait qu'ils allaient être présents sur le terrain. On s'était préparé pour en croiser. Il y a beaucoup de traces sur le sol. Pour moi, c'était quelque chose qui était assez présent, mais j'avais vraiment peur qu'on soit mis à l'épreuve face au vent que face aux ours. OK. Les ours polaires aussi, on avait une certaine sécurité la nuit. On pouvait mettre une barrière de sécurité qui nous empêchait de ne pas les entendre pendant qu'on dormait. On avait un déclencheur qui allait sonner, qui allait les effrayer aussi en cas de visite pendant la nuit. OK, ouais.
Mais le vent, à certains moments dans l'expédition, c'est sûr qu'on n'a pas eu le contrôle. Même que je peux dire qu'on a perdu le contrôle assez sérieusement, puis que ça aurait pu mettre fin à l'expédition, c'est certain. OK. De quelle façon? Qu'est-ce que tu veux dire on a perdu le contrôle? On faisait appel à un météorologue qui était à Oslo. OK. Un super météorologue qui a suivi les expéditions de Mike Horn, de Borgé, dans le nord. Lars. Oui, exactement. Lars Lars Ebbesen, son nom. Et c'est une personne qui a fait beaucoup d'expéditions. Donc, Vincent le connaît bien. Il décide d'être le météorologue pour notre expé. C'est super important parce que il faut quelqu'un qui nous fasse les prévisions pour les prochains jours, mais qui se connaisse. C'est-à-dire que nous, qu'il fasse beau ou qu'il y ait des nuages, parfois, il n'y a aucun impact. Mais qu'il y ait 30 mètres de seconde de vent, là, ça peut devenir un enjeu super important. Puis c'est ce qui s'est passé, en fait, pendant une journée où, justement, on avait travaillé fort pour se rendre en haut d'un plateau. Donc, on est arrivé à cet endroit-là. Puis, Lars, on l'appelle le soir, puis il dit « Je pense que là, vous êtes dans un endroit qui est assez... exposé. Vraiment exposé pour le vent. » Il dit « Les risques sont là. C'est à vous de prendre la décision. Il sait qu'on est fatigué. Il sait qu'on a des défis pendant la journée. » Et là, je me dis « OK, est-ce qu'on reste dans notre sac de couchage? Est-ce qu'on décide de faire comme si ça allait être correct? » Parce qu'on est tellement fatigué, puis c'est tellement facile de dire qu'on va repousser ça au lendemain matin, puis la tente est bien posée. Mais il a fallu démonter notre campement parce qu'on se serait fait complètement lessiver. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené la tente plus bas. Okay. Donc, on a remis les skis à minuit, puis il a fallu qu'on aille dans une zone où il y avait moins de vent. Et là, on a attendu la tempête, puis on était prêts. Mais tout ça aurait pas pu être possible si on n'avait pas eu les conditions météo là, qu'on avait reçues sur le téléphone de Lars. Fait que vous avez tout défait le campement, il est minuit, vous êtes prête à aller vous coucher, vous êtes brûlés. Et là, parce que vous avez un météorologue qui sait que ça s'en vient, mais qui connaît aussi le terrain, puis sait ce que c'est en expé, il vous dit « Vous êtes vraiment pas à bonne place. » là. Exactement. Ouais, ça, j'avoue qu'en expédition, rendu à cette heure-là, t'as envie d'aller faire dodo. Là. Puis c'est un moment qui m'a marqué parce que je savais qu'il fallait tout réorganiser la tente avec des cordages. Donc, la préparer, ça prend énormément de temps. Puis, on a été prêts pour la tempête qui est arrivée, mais il n'y a pas eu de dommages trop. Il y a eu quelques petites roches qui sont arrivées dans le vent, qui ont fait des trous dans la toile de la tente, mais on a réparé par la suite. Puis on est sorti de là en se disant qu'on venait d'arriver là, dans l'expédition pour vrai, puis qu'il allait avoir d'autres conditions comme ça qui allaient se produire là, sur notre itinéraire, parce qu'on était à la moitié du premier mois sur 2 mois. Donc, OK, fait que vous êtes quand même relativement au départ de l'expédition quand ça arrive. C'est un reality check sur le niveau d'engagement sur le terrain où est-ce que vous êtes. Exactement. On commence tout juste là, à apprendre à travailler ensemble en collaboration avec Vincent. C'est sûr qu'on se connaissait en couple à Montréal ou en ville, mais là, on commence justement à comprendre de quoi on est fait ensemble, en équipe. Ouais. Puis c'est vraiment pas une situation où le couple prend beaucoup d'importance. C'est là où on se retrouve puis on dit qu'on est comme 2 partenaires. Ouais. On n'est pas en train de penser à notre situation de couple. C'est vraiment moi, toi, on fait 2, puis c'est comme ça qu'on peut s'en sortir en collaborant. Puis c'est vraiment... je pense on s'est pas embrassé, on n'a pas vraiment parlé là, de rien qui concerne notre relation pendant 2 mois. Hein? Ouais, c'est vraiment intéressant ça. C'est comme si c'est ça, vous avez la capacité d'avoir le double chapeau, le chapeau de partenaire, de travail, parce que finalement c'est votre boulot là, de faire des expés. Puis après ça, après l'expédition, de remettre votre chapeau de relation intime. Mais c'est clair que d'être dans... Tu sais, c'est pas nécessairement dans la tente puis dans la tempête que tu commences à sortir les chandelles puis à popper le vin rouge, là. On était à
un point où on se parlait plus parce qu'on manquait d'énergie. Pendant le 2e mois, on était très vraiment en manque de nourriture, en fait. Puis ça l'a créé la situation où on gardait toute notre énergie pour pouvoir avancer en ski, pour faire la distance, pour pouvoir arriver à notre but, d'arriver avant le printemps à la pointe sud. Chaque mouvement qu'on faisait était mesuré. Puis c'est sûr que là, en étant vraiment bas en quantité de nourriture, on calculait tous nos mouvements, là, c'est certain. Tu sais, pour l'enjeu que ça représente, c'est qu'à partir du moment où vous êtes parti de la ville, le compte à rebours commence parce que cette première-là que vous faites en autonomie, vous voulez la faire puis qu'elle soit classifiée hivernale. Puis pour que ça se fasse, pour être selon les règles du jeu, vous devez arriver donc à la pointe sud de l'île. Après avoir traversé l'île du nord au sud, vous devez arriver à la pointe sud avant le 21 mars. Ouais, c'est un enjeu qu'on s'était donné. Au début de l'expédition, on n'en parle pas parce qu'on se dit que c'est pas réaliste, qu'on y arrivera pas, le poids des traîneaux est trop lourd, les conditions sont assez difficiles, on a un niveau de neige qui est assez important. Qu'on décide de garder ça dans le fond de notre tête. Mais c'est un but qu'on a de faire la première hivernale de la traversée. Parce que là-bas, c'est un parcours qui est vraiment très populaire de faire l'été en ski, mais l'été, c'est des conditions totalement différentes. Alors, on se dit, bon, on va essayer de surprendre nous-mêmes, puis on va essayer de surprendre les gens aussi qui l'ont déjà fait. On va essayer quelque chose de nouveau. Et c'est à partir de quand on est dans la pointe nord, où là, on se dit, est-ce qu'on donne vraiment tout ce qu'on peut pour atteindre le sud? Est-ce qu'on fait en sorte que on continue, même si on n'est plus capable de faire un pas après l'autre? Puis on se prend au jeu, on décide d'y aller à 100% all-in. Et on a été quand même assez surpris de se rendre jusqu'à un jour avant le 21, le jour du printemps, à la pointe, presque à la pointe sud. Puis jusque-là, le fait de se rendre jusque-là, il y a eu tellement de défis à chaque jour, dont le manque de nourriture, certains qui affectaient un peu tout. Mais un jour avant, où on est en train de se dire on va l'avoir, et il y a une autre dépression qui nous frappe, qui nous ralentit, mais celle-là qui commence à être vraiment dangereuse parce qu'on est totalement exposé au vent. Ah ouais, il n'y a pas de place pour se sortir de cette situation-là nécessairement. Donc, on a été frappés assez durement là, par la météo jusqu'à la fin. Puis comment est-ce que le moral a fait face à tout ça? Vincent, c'est quelqu'un qui a un esprit très positif. Ouais. Je suis plus dans le sens de l'analyse, toujours en train d'essayer de comprendre les choses, puis de vouloir en savoir plus, d'essayer d'être meilleure. Donc, j'étais en train de me demander à chaque jour si on allait y arriver. Puis pour moi, de penser comme ça, c'était peut-être la mauvaise manière de fonctionner, parce que quand on se questionne beaucoup, parfois ça nous amène à douter de nous-mêmes. Puis j'étais un peu dans cette ère d'aller-là où ça tournait, mais il y avait comme une roue négative dans ma tête qui commençait à prendre beaucoup de place sur la réalité. Je me disais que ça valait pas nécessairement la peine si on n'arrivait pas à temps à la pointe sud de continuer tout ça. OK, ouais. Fait qu'il a fallu que j'abandonne ce côté de moi-même qui était trop négatif pour que je puisse continuer. Le matin, je me levais, je devais nettoyer mes bottes qui étaient remplies de glace, puis je devais me dire OK, retiens tes larmes, sois forte. Puis c'est juste le fait que j'étais gênée devant Vincent de pleurer à répétition. C'est la seule raison pour laquelle j'ai arrêté, puis j'ai essayé de me confronter moi-même. C'est que je voulais pas montrer à mon partenaire que j'étais faible. Fait que je faisais ma tâche le matin, puis la journée partait. Fait que je me disais, on en a une de plus. Mon but, c'était juste d'atteindre la nuit, de dormir, de manger, d'avoir un toit au-dessus de ma tête, puis de recommencer le lendemain.
Puis je suis arrivée essoufflée et un peu... j'avais besoin de sécurité. J'avais besoin de me retrouver quand je suis revenue à Longyearbyen dans un endroit où je sentais que je pouvais reposer mon esprit qui était tellement stimulé par une énergie qui essayait de me dire que là, je l'avais eu, mais de si peu. Puis ça, c'est dur sur du long terme de garder le focus. Ben, je veux replonger dans quelque chose que tu viens de dire sur le sentiment de sécurité qui m'amène à la peur. Puis, mais juste avant, déjà, félicitations, là, vraiment bravo pour cet accomplissement-là qui est incroyable. C'est, tu sais, je veux dire, dans sa forme, la formule que vous avez fait, le fait que vous l'avez fait ensemble. Puis bon, t'es pas né avec des skis dans les pieds, tu en fais, puis tu commences à avoir un bagage vraiment impressionnant. Mais vraiment, c'est tout à votre honneur. Merci. Félicitations. Puis je pense que ça vient du temps où je te connaissais un peu. Tu m'as amené aussi à connaître des gens qui m'ont vraiment inspirée, comme Mike Horn, comme Børge Ousland. Puis c'est peut-être quelque chose qui est à partir de 16 ans à peut-être 18 ans, là, qui a fait une étincelle dans ma tête qui m'a permis de voir que on peut aller au-delà de nos espérances ou on peut aller au-delà de ce qu'on connaît, puis d'après grandir de certaines expériences, même si on échoue ou même si on est un peu plus faible qu'on croit, tu sais. Ben, c'est tout, ouais. Puis il y a quelque chose qui m'a toujours frappé par rapport à toi, c'est la capacité que t'as depuis que je te connais, à te lancer vraiment des objectifs qui sont presque déraisonnables, tu sais, comme qui peuvent paraître de l'extérieur peut-être impossibles par rapport à ton niveau d'expérience à ce moment-là, au moment où tu te fixes cet objectif-là. Puis en même temps, c'est vraiment ce que j'ai l'impression qui te drive, qui te permet justement en te dépassant, en t'entourant bien, en te préparant, d'atteindre à chaque fois comme des paliers de plus en plus complexe, mais de plus en plus aussi aligné avec tes rêves et avec ce que tu veux, tu sais. Vraiment, ouais. Puis il y a quelque chose dans tout ça que je trouve aussi fascinant, puis c'est la relation que tu sembles avoir avec la peur, puis avec tes émotions, tu sais. T'as quand même une authenticité sur ce que tu vis, puis pas plus tard qu'hier, je regardais sur Facebook, puis t'as posté quelque chose par rapport à... On me demande des fois si j'ai peur, tu sais, puis ça fait plein de fois en entrevue que je t'entends parler de la peur, tu sais, puis plus récemment, dans un autre podcast, t'as parlé de crise d'anxiété, tu sais, puis tout ça, puis c'est quand même pas commun d'entendre des gens qu'on voit comme des super achievers parler de tout ça. C'est quoi la relation que t'entretiens avec la peur? Wow. Avant, j'avais tellement peur de l'échec. Puis je pense que plus je vieillis, peut-être que c'est un peu ça aussi, c'est qu'on se rend compte que il n'y a pas juste des réussites qui arrivent sur notre route. Un échec, pour moi, je vais le recevoir assez difficilement. Tu sais, ça peut être un échec par rapport à une course que j'entreprends ou une blessure, même, je le voyais comme un échec, tu sais. Mais un échec sur tout notre parcours, des fois, mais ça peut représenter une façon d'arriver à la réussite de ce qu'on s'est fixé qui est tellement plus grand qu'un petit échec, que peut-être que 40 petits échecs qui sont là. Puis je pense que de pas essayer, c'est sûr que t'auras pas d'échec, mais t'auras pas la réussite non plus. Fait que tant qu'à avoir 40 échecs dans ma vie, j'aime mieux avoir essayé pour arriver à une réussite, celle que je visais. Puis la peur, pour moi, c'est vraiment représenté par des échecs qui peuvent survenir. Puis ça peut être aussi des conditions météo qui peuvent m'empêcher d'avancer. Ça peut être... je pense que... Tu sais, tu parlais, par exemple, de crise de panique. J'avais peur de nommer ça avant que j'en avais fait en expédition parce que je me disais, les gens vont croire que j'ai échoué totalement. Puis c'est vrai que ça m'a pris 3-4 ans avant de dire que j'étais sur le terrain. Puis à un moment donné, j'avais l'impression que j'allais me passer de l'autre côté, que j'allais pas pouvoir survivre pendant une partie de l'expédition.
Puis c'est là où ça m'a amené à vivre, tu sais, une situation de non-contrôle de mon corps, de ma respiration. Puis je me suis dit, OK, sur le coup, qu'est-ce que je fais? Puis j'arrivais pas à reprendre le contrôle. Puis tout ça, pour ceux qui en ont déjà fait des crises d'angoisse, ben, c'est qu'à un moment donné, la respiration, quand tu perds ce contrôle-là, ben il y a une perte de contrôle qui est présente. Puis ça m'a pris des années à en parler ouvertement. Parce que c'est ça, je me disais que les gens allaient prendre ça comme si j'avais échoué. Puis moi, de montrer que j'ai échoué, je voulais pas ça. Puis je pensais que j'étais ailleurs, puis j'étais quelqu'un qui pouvait avoir cette relation-là avec l'échec qui était comme, ça m'appartient pas, les échecs, moi je suis quelqu'un qui gagne. Oui. Et parce que t'es super compétitive. Vraiment, on pourra rentrer là-dedans, mais je vois clairement le frein qu'il y avait pour toi. C'est comme si de le nommer, c'était de le reconnaître, de lui donner de la place pour que ça existe. Exact. Ouais, puis ça s'est repassé là, pendant l'expédition au Svalbard. J'ai eu une perte de contrôle, puis je savais que c'était parce que le vent était tellement présent autour de moi que j'avais l'impression que je pouvais plus respirer. Donc j'avais envie d'enlever tout ce qui recouvrait mon visage pour pouvoir avoir le plus de souffle possible, puis reprendre contrôle. Et je me rappelais que ça m'était arrivé en Antarctique avant, puis que au final, je m'étais réveillée le jour suivant, puis il faisait beau à l'extérieur, puis c'était seulement une mauvaise passe. Ça avait duré quelques heures, mais après, c'est quoi? Ben, si on continue. Puis continuer une journée après l'autre, c'est là où je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on devenait plus fort après ces événements-là. Donc, les échecs étaient pas nécessairement des moments où, justement, c'était pas positif. Dans ma vie, c'est des moments qui, au final, après coup, deviennent positifs. Puis ça m'a amené à comprendre que en affaires, c'était la même chose, que je pouvais vivre plusieurs échecs, puis les aborder d'une façon où c'était correct pour moi. Puis en fait, tous les échecs que j'ai vécus sur le terrain pendant une expédition, ben dans ma vie tous les jours, ça va. Je peux en prendre plus qu'avant maintenant, puis savoir où je vais, puis penser à la réussite totale d'un grand défi. Est-ce que tu as l'impression que de le reconnaître maintenant, d'être capable d'en parler ou d'oser en parler, est-ce que c'est effectivement un frein dans ta capacité de gagner ou c'est plutôt un levier? Est-ce que... Ouais, je pensais avant que c'était un frein, totalement. Et d'en parler ouvertement comme ça, ben ça m'amène tellement plus d'opportunités. Puis je pense qu'avec la connexion avec les gens, c'est tellement plus simple quand t'es toi-même, quand tu caches pas qui tu es vraiment. Puis la connexion que j'ai avec l'autre, c'est comme ça que je veux grandir dans ma vie pour en apprendre davantage sur qui je suis réellement devant un défi. Puis, tu sais, quand j'avais 16 ans, puis je commençais un emploi en restauration, c'était vraiment un défi pour moi d'aller vers les gens, juste de parler, de communiquer, puis de... Tu sais, je me souviens. Ouais, je pense que tu te souviens souvent où tu as dû prendre la parole pour commander au restaurant à ma place parce que j'avais de la difficulté à engager une conversation. Ouais. Puis je me suis dit que ben c'est peut-être juste que j'avais peur d'échouer devant les autres. Puis depuis que j'ai cet âge-là environ, je me cachais devant le fait que j'étais née avec des problèmes. En fait, j'avais manqué de respiration quand j'étais bébé, puis j'avais toujours essayé de cacher cette facette-là de moi parce que ma mère m'a avoué, tu sais, que j'avais manqué de respiration, donc peut-être que j'étais plus faible que les autres, peut-être que j'étais vraiment comme quelque chose qui sortait de l'ordinaire un peu et ça m'amenait vraiment à douter de moi. Puis quand ils m'ont annoncé ça, ben c'est ça, j'ai vraiment eu envie rapidement de travailler là-dessus, puis d'essayer justement de faire le contraire, puis de partir à l'aventure, puis d'explorer cette façon de moi qui est genre la petite fille cachée, qui est quelqu'un qui prend pas de place. Ben j'avais envie d'être la personne
allait se découvrir puis grandir en étant une personne qui est assumée puis qui était à sa place. C'est juste ça que je veux trouver en faisant les expéditions que je fais, c'est ma place dans le monde, je pense. On a presque terminé, mais avant ça, j'aimerais quand même te poser quelques questions supplémentaires. Mais entre autres, par rapport à ton chapeau plus de cinéaste, puis d'auteur, puis de... t'as clairement un message à passer. Il y a ta voix, tu sais, O-I-E, que t'as trouvé maintenant, mais il y a ta voix aussi avec un X, celle-là qui se définit, tu sais, puis qui se raffine avec le temps. Si t'avais une histoire idéale à raconter ou un message, tu sais, à passer à l'univers, ça serait quoi? Je pense que... Petite question légère, là. Ouais, tu viens me chercher avec cette question-là. Je pense qu'on a... tu sais, en parlant de voix, on en a tous une, puis des fois, on est totalement pas aligné avec celle qu'on veut ou choisir. Okay. Y a tellement d'éléments qui sont extérieurs à tout ça dans nos vies qui font en sorte que on n'arrive pas à connecter avec la voix qui nous pousse vers la personne qu'on veut devenir, tu sais. Puis je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on est un peu... on est au milieu de tellement de rouages qui peuvent nous amener ailleurs, OK? On est d'une façon quelconque au centre de toutes les voix des autres gens, OK? Tout le monde s'entremêle un peu, puis s'entrecroise, puis à un moment donné, peut-être qu'il faut du silence dans tout ça. Peut-être qu'il faut s'éloigner, peut-être qu'il faut aller juste prendre du temps chez soi ou en nature, puis trouver c'est quoi notre voix. Puis pourquoi faire ça? Je pense que tous, en trouvant notre voix personnelle, on peut arriver à devenir une meilleure personne puis à inspirer les autres. Quand on est à notre 100%, c'est tellement plus facile après de connecter. Puis je souhaite ça peut-être dans ma vie, moi, d'aller plus loin dans cette recherche-là, mais aussi que les gens prennent le temps de s'écouter puis déconnectent. Déconnectent pas nécessairement des réseaux, mais aller vraiment chercher cette voie-là qui est des fois un peu sinueuse et perdue au fond de nos tripes quelque part. Ouais, avec toute l'interférence, puis toutes les distractions, puis... Ouais. Dis-moi, on a une question classique ici. Je suis curieux de te la poser rendu ici. Tu sais, je veux dire, tes mois, tes années sont remplis de projets. Tu jongles constamment entre la création de contenu, le moment présent, la performance, prendre ton temps, partir en expé pendant de longs mois, faire du montage. Tu sais, comment tes semaines sont organisées? C'est quoi ta relation avec le temps? Il y a 168 heures dans une semaine. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as une routine ou est-ce que tu as... J'ai l'impression que mes semaines sont composées de rattraper le temps perdu. Puis j'ai cette mauvaise appellation-là de dire que quand je m'en vais en expédition, c'est comme du temps perdu, puis après, je dois rattraper ce temps-là. Puis c'est super dommage parce que pourtant, c'est le contraire que j'aimerais, c'est de dire c'est du temps, justement, les expéditions qui sont une période où j'apprends puis tout ça. Mais les semaines après les expéditions sont souvent composées de courriels puis de moments de montage puis de post-production des documentaires. C'est l'inverse d'être sur le terrain en aventure dans les montagnes ou près des rivières. Alors ça m'éloigne un peu de qui je veux être, mais c'est un travail qui est aussi cohérent parce que j'apprends beaucoup aussi dans la situation où je dois rester devant un ordinateur pendant longtemps. Donc mes semaines sont un peu composées de moments où j'essaie de pas me décourager, de moments où j'essaie d'écouter aussi les autres autour de moi. En aventure, je croise vraiment quelques personnes seulement, fait que dans ma vie de tous les jours, c'est important pour moi d'aller prendre un bon café puis de connecter avec les gens de mon voisinage puis de discuter puis d'être dans le moment présent. Très cool. Qu'est-ce qui t'attend là, concrètement dans les prochains jours, prochaines semaines? La préparation d'un grand défi, trouver des fonds pour le défi de ma vie. Cool, super. All right. Plus à suivre par rapport à ça.
Parce que j'imagine que t'as pas l'impression tu donnes pas l'impression de quelqu'un qui veut en parler. Quand ça sera très en contexte, je pourrais le nommer. Mais pour le moment, là, j'ai encore de la difficulté à l'intégrer en moi. OK. Alright, super. On va respecter le processus, puis ça te donnera l'opportunité peut-être de revenir une autre fois. Pour les gens qui voudraient en savoir plus sur toi, te suivre, écouter peut-être des films que tu as réalisés, où est-ce qu'on peut te trouver tout ça? En fait, vous m'appelez, puis vous discutez avec moi. Ouais. Alors, OK, ouais, mais il y a quand même ton Vimeo qu'on peut trouver. C'est Caroline Côté, puis à partir de là, c'est vraiment mon nom. J'ai pas de nom d'artiste, là, fait que c'est facile de me trouver à ce nom-là. Puis ton site web, c'est caroline-côté.com. Ouais. Puis Instagram, caro.lin.côté. Ouais, exactement. Pas pire, hein? Ouais. Merci, Caro, d'avoir été là. Vraiment apprécié. T'es la bienvenue n'importe quand. Très, très hâte de poursuivre la conversation. Je te souhaite le meilleur succès pour ta préparation puis trouver les fonds pour ce prochain gros défi. Je suis très, très curieux. En ce qui nous concerne, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette session avec Caro. Vous pouvez me retrouver sur samuelostigui.com ou sur samuel.ostigui sur Instagram. À très, très bientôt. À la prochaine!